RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Le débat du jour, ce matin, Louis Dauphren, on va s'intéresser à la date de la fête de Pâques. Oui, c'est une proposition du pape François. Est-ce qu'il faut une fête de Pâques unique ? Ça tombe bien cette année puisque c'est le cas, mais est-ce qu'il faut aller au-delà, faire un pas décisif vers l'unité des chrétiens ? Ça sera l'une des questions que l'on va se poser ce matin. Eh bien, on va se poser avec Carole Sabat. Bonjour. Bonjour Pierre. Porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Bonjour Claire Le Secrétin. Bonjour. Rédactrice en chef de la revue Vie chrétienne. Vous pouvez réagir à tout moment par mail direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. On attend vos questions, vos réactions, peut-être aussi sur cette date possible commune pour Pâques. En référence au concile de Nicée qui s'est déroulé il y a 1700 ans, le pape François a indiqué que de manière providentielle, Pâques sera célébrée cette année le même jour dans les calendriers grégorien et julien. Et justement, au cours de cet anniversaire œcuménique, il a profité de l'occasion, en quelque sorte, pour dire d'aller plus loin. Il veut une date de l'unité, une date qui soit commune donc à tous les chrétiens. Et l'Église catholique est disposée à accepter la date que tous veulent. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que, évidemment, c'est une bonne idée ? Je présume que oui, enfin que vous la partagez. Mais encore, faudrait-il expliquer peut-être pourquoi y a-t-il plusieurs dates ? Et puis, qu'est-ce que ça signifie d'aller plus loin dans cette date de l'unité ? Alors, on va commencer avec vous. Côté orthodoxe, Carole Sabat. Le patriarche de Constantinople, en fait, Bartholomée, a dit la même chose pratiquement en avril-mai, au moment de Pâques, justement, parce qu'il y avait un décalage l'année dernière de 5 semaines. Et parfois, il y a des décalages de 5 semaines, parfois, il y a des décalages de 2 semaines, parfois, des décalages d'1 semaine. Et comme cette année, en fait, on célèbre le 1700e anniversaire du concile de Nicée, qui lui-même a fixé le premier calendrier, parce qu'il y avait plusieurs calendriers avant Nicée. Et un des sujets, bien sûr, le sujet principal du concile œcuménique 325 de Nicée, qui était convoqué par l'empereur. Il ne faut pas l'oublier. En fait, c'était Constantin le Grand qui l'avait convoqué parce qu'il y avait trouble dans l'Empire sur la question de l'arianisme, en fait, et des idées d'Arius, qui était un prêtre, en fait, à Alexandrie. Et puis, en fait, ça crée pas mal de questionnements sur un peu la personne du Christ. Est-ce que, en fait, il y a une double, je dirais, dimension à la fois de Dieu et homme. Et donc, les idées d'Arius faisaient pas mal de polémiques. Et donc, pour justement les questions de sécurité, une des questions aussi qui était posée au concile par la lettre de Constantin, c'était la question de la date de Pâques. Et justement, c'était dans la lettre de Constantin, quand on la relit, il parlait essentiellement de la manière de se différencier, de ne pas télescoper avec la date de la Pâque juive. Parce que bon, pour les orthodoxes et pour pas mal d'autres chrétiens aussi, on célèbre Pâques, en fait, la semaine après, en fait, la Pâque juive. Donc ça, c'est Et donc, le concile de Nicée est venu justement sur cette question-là, même aussi sur le credo, qui a été la première partie du credo, ce qu'on appelle le credo de Nicée-Constantinople, parce qu'il y a eu le deuxième concile œcuménique de Constantinople qui est venu compléter, en fait, le premier credo pour combattre, en fait, Arius. Et donc, est venu fixer, en fait, à travers un des canons, la date de Pâques, comment, en fait, on la célèbre. Et il dit textuellement, Pâques est le dimanche qui suit le 14e jour de la lune qui atteint cet âge, le 21 mars, ou immédiatement après. Ce qui veut dire que c'est la première pleine lune, je dirais, dans la période de mars, de l'équinoxe du printemps. Et donc, c'est généralement entre le 25 mars et le 25 avril. Mais pourquoi des dates différentes alors ? Alors, justement, après, par la suite, il y a eu... Alors, tous les chrétiens avaient des dates pratiquement la même chose, puisque Rome était au concile œcuménique. Oui, mais la pleine lune, c'est la même pour tout le monde. Absolument. Alors, après, c'est des questions très compliquées, en fait. C'est un des dossiers les plus épineux, parce qu'en fait, il y a l'astronomie, il y a la cosmologie, il y a les différentes manières, en fait, dans les différentes traditions religieuses de considérer est-ce que c'est une lune virtuelle, est-ce que c'est une lune vraiment réelle ou pas. Et il y a tous ces débats-là. Je ne pense pas, en fait, qu'on va rentrer dans tous les débats techniques là-dessus. Il se trouve que Rome, en fait, était à ce concile œcuménique, puisqu'en fait, elle faisait partie, je dirais, de la pentarchie, les 5 patriarcats anciens. Et donc, elle a accepté cette idée de célébrer, en fait, un jour de Pâques, en fait, le jour de Pâques, selon cette méthode-là qui a été actée, en fait, au concile de Nicée. Mais aujourd'hui, ça mettrait tout le monde d'accord. Est-ce que ça mettrait tout le monde d'accord de trouver, est-ce que c'est facile de trouver un seul jour ? Où le trouble a été par la suite, quand il y a eu la réforme grégorienne. Je ne vais pas prendre le temps pour Claire aussi, mais quand il y a eu la réforme grégorienne avec Grégoire XIII, si je me trompe pas, ça a créé 2 calendriers. Donc il y a le calendrier julien qui était celui qui était suivi
de Jules César, qui était suivi au concile de Nicée, et en fait sur la base duquel toutes les églises, à l'époque, en fait, dans un concile œcuménique, c'est-à-dire l'unité dans la diversité, avaient décidé en fait cette manière de déterminer la date de Pâques, le jour de Pâques, et par la suite, en fait, le calendrier grégorien a introduit une nouvelle en fait façon de calculer, etc. Et il faut comprendre aujourd'hui qu'il y a des décalages entre le calendrier grégorien et le calendrier julien de 13 jours, parfois en fait, et 13 jours de retard. Il y a certaines églises, pour ajouter à la complication, certaines églises orthodoxes qui suivent le calendrier julien, d'autres qui suivent le calendrier grégorien. Pour la date de Pâques, la date de Noël, en fait, la plupart des églises orthodoxes célébraient le 6, c'est-à-dire à la théophanie, au baptême du Christ. Aujourd'hui, pas mal d'églises orthodoxes ont suivi en fait Rome pour célébrer Noël le 25, et d'autres sont restés sur l'autre calendrier. Donc, c'est un sujet apparemment simple, mais en fait c'est très compliqué. Parce que mettre tout le monde d'accord, comment va-t-on, Claire le secrétaire, mettre tout le monde d'accord? Et d'abord, est-ce que tout le monde est d'accord pour ça? Première vue, oui. Du côté des catholiques et des protestants, oui, effectivement, tout le monde a dit que c'était d'accord pour une date commune. Après, le problème se pose sur les... Laquelle? Oui. Il faut tenir compte, effectivement, ce que rappelait Carole Sabat, il faudrait tenir compte de la Pâque juive déjà, parce que la Pâque chrétienne se positionne après la Pâque juive, ou en même temps, donc, puisqu'on essaye de tenir compte de ce que dit l'Évangile, puisque Jésus est mort le jour de la Pâque juive. Donc, et pour fixer la Pâque juive, effectivement, on tient compte de la lune, donc... Mais donc il faut demander en fait aux Juifs d'abord, c'est peut-être eux qui vont mettre tout le monde d'accord, comme les musulmans et les clés du Saint-Sépulcre. C'est un peu ça. Moi, ce que je dis, c'est que l'unité en fait n'est pas qu'une question, une affaire d'affichage, une affaire en fait ou de communication, je dirais moderne. L'unité, c'est une question de vérité. À partir du moment où les églises se retrouvent, je dirais, sur les bases, parce que le concile œcuménique, c'était quoi? Alors aujourd'hui, on parle de l'œcuménisme comme en fait une façon d'aller vers l'unité ou une façon de dialoguer. On parle du dialogue œcuménique, mais les conciles œcuméniques, c'était les conciles de l'œcuméné. L'œcuméné, en fait, dans le terme grec, c'est la plénitude, je dirais, de l'Église qui était représentée. À partir du moment où on se retrouve, je dirais, sur la vérité de l'Église en tant que telle, parce que jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans une désunion pour différents sujets qui peuvent paraître futiles. Mais la date n'est pas un point de désaccord. Non. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir une date. Maintenant, comment en fait, parce que ça c'est un signal très très fort pour le monde d'aujourd'hui qui commence à devenir, je dirais, un mode postmoderne quelque part et anti-religieux sur plusieurs plans. On le verra sur la formation des clercs, comment il faut changer complètement de paradigme, parce qu'on est dans un monde où les valeurs sont complètement inversées en fait, donc une date pour tout le monde, ça serait bien comme signal envoyé à tous. Et les orthodoxes sont prêts. Après, en fait, il y a les problématiques, je dirais. Politique des uns et des autres, de positionnement. On comprend pas bien ce qui bloque, parce que j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Pourquoi ça ne s'est pas fait plus tôt? Est-ce que ça bloque? Le patriarche œcuménique a renvoyé en fait au pape de Rome, il a dit à François que nous sommes tous d'accord, si vous êtes d'accord en fait de revenir sur la base de Nicée. Donc supprimer le calendrier grégorien. Ça tombe bien aujourd'hui parce qu'en fait Nicée arrive à le 1700e anniversaire et on a en fait la date de Pâques qui est la même aujourd'hui pour tous les chrétiens, ce qui est génial. Ce que vous dites, Carole, c'est que dans ces cas-là, ce seraient les catholiques qui s'aligneraient sur les orthodoxes. Non, c'était les catholiques et les orthodoxes qui étaient au concile de Nicée. Non, mais c'est les catholiques qui reviennent au concile de Nicée. Donc c'est les catholiques qui reviennent au Nicée. Donc ça veut dire que très concrètement, la date de Pâques qu'on connaît depuis quelques années, elle pourrait changer drastiquement dans les années qui viennent. Pas forcément. Après, pas forcément. En fait, il y a une des idées qui était posée, et moi je suis pas forcément d'accord avec cette idée, c'est de fixer une date, en fait, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire en le deuxième dimanche d'avril, par exemple. Ça reste un peu dans l'esprit des calculs, je dirais, des calendriers de l'époque, mais c'est pas forcément sain parce que de la date de Pâques découle aussi la date de l'Ascension, et découle aussi la fixation de tout un calendrier liturgique, de la Pentecôte par la suite. Donc c'est des sujets qui sont très. C'est tous les jours fériés des Français. C'est loin d'être un petit sujet. C'est loin d'être un petit sujet. Oui, absolument. Lorsqu'on y rentre, en fait, il y a ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais moi, ce que je dis, encore une fois, que la question de l'unité, c'est une question de volonté et de vérité. Et donc, si en fait on converge, il ne faut pas s'arrêter, je dirais, sur des choses qui peuvent paraître futiles. Il faut aller à l'essentiel. C'est ça, en fait, la dynamique de redécouverte de la vérité de l'Église aujourd'hui. Claire le secrétaire. Oui, il me semble aussi que si on commence à vouloir aligner la date de Pâques effectivement pour tous les chrétiens, on pourra faire la même chose aussi pour Noël, parce que les orientaux fêtent Noël, effectivement, vous l'avez rappelé, à l'Épiphanie. Donc, pour nous, ce qu'est l'Épiphanie, 6 janvier, donc après tout pourrait s'aligner. Donc c'est vrai que ça serait un signe très fort pour notre monde. Mais est-ce que ça ne contredit pas la volonté exprimée par ailleurs par le pape François
d'une plus grande décentralisation. Finalement, il y a aussi un charme dans ces différences de dates qui tient aussi à la culture, et peut-être que ça fait rebondir les temps liturgiques dans différentes cultures, alors que si vous alignez tout le monde sur une seule date, ça peut paraître un peu caporalisant comme démarche, non ? Claire Le Secrétin, est-ce que ça ne contredit pas la démarche en fait synodale ? L'unité, c'est pas l'uniformité, donc déjà, et la diversité, quand elle rentre dans le cadre de l'unité, est un plus, je dirais. Mais il y a une différence entre la diversité et le désordre, je veux dire, et le chaos. Je veux dire, il faut pas dire. Mais ça, c'est une source de désordre pour vous, c'est une source de ça peut l'être à partir du moment où c'est des choses essentielles, je dirais. Il faut pas oublier. Là, on en parlera peut-être sur la formation aussi des prêtres et des clercs. La question d'aujourd'hui, c'est comment témoigner dans un monde qui se transforme, qui est en pleine mutation, dans un monde en fait que même les repères, je dirais, de la foi, les repères convictionnels sont complètement bafoués. On voit très bien comment en fait les réformes sociétales sont en train de changer complètement le paradigme et de changer. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ne pas s'accrocher, je dirais, sur des choses qui sont futiles pour dire qu'on est dans une démarche unitaire, d'aller à l'essentiel et d'avoir un discours missionnaire. Est-ce que ça empêche d'aller à l'essentiel ? D'avoir des dates différentes. À mon avis, vous fêtez la même chose en fait que. C'est vrai. La date varie, mais c'est la même chose qui est le même événement. Pour Pâques, en fait, ça quand même, en fait, c'est, je veux dire, il se trouve parfois qu'au Liban ou en Orient, en fait, il est ressuscité la semaine dernière, et après il est ressuscité la semaine d'après, et puis en fait, donc ça fait un peu. C'est vrai que la réalité de la vérité est toujours la même, mais ça fait quand même un désordre. Désordre, donc Claire Le Secrétaire, on peut avec le pape François et le concile de Nicée mettre fin à une forme de désordre, selon vous aussi ? Il me semble que oui, là, c'est vraiment le moment de faire ça, et cette année, effectivement, c'était un peu un signe, Carole Sabat le rappelait, il y a une telle coïncidence cette année de date, que voilà, ça peut être pris comme un signe complètement pour aligner cette date pour tous les chrétiens. Juste, il y a un point que je n'ai pas compris, Carole Sabat, Claire Le Secrétin, c'est si on s'aligne sur la date orthodoxe, ça veut dire qu'on réadopte le calendrier julien ? Ça veut dire qu'on réadopte un calendrier ancien, Carole Sabat ? Là, c'est un discours de journaliste, encore une fois. Non, mais on essaie de comprendre. C'est pas la date orthodoxe, c'est la date du concile de Nicée. Et l'Église catholique reconnaît le premier concile œcuménique. Donc, en fait, c'est revenir sur le concile de Nicée. Mais vous m'avez compris, Carole Sabat. Parfaitement. Vous m'avez compris. Ça veut dire que, concrètement... Parce qu'en fait, aujourd'hui, on utilise le calendrier grégorien. D'ailleurs, Grégoire XIII, que vous citiez, au moment du passage du calendrier julien au calendrier grégorien, il y a 10 jours qui ont disparu. C'est-à-dire, je crois qu'il y a eu un mois de décembre où, pendant 10 jours, on est passé du 8 décembre au 16 décembre, quelque chose comme ça. Et donc, ça veut dire que si on change la date de Pâques, ça veut dire que c'est un peu quand même beaucoup de repères qui sont changés, parce que c'est le prix en fait de la démarche quelque part, je dirais, de part et d'autre, parce que là aussi, quand le pape François propose une date fixe, ça va changer aussi dans le calendrier grégorien. Donc pourquoi en fait on accepterait en fait une date fixe et on n'accepterait pas de revenir en fait à la base de ce qui était le concile œcuménique de toute l'Église. Et au regard de toute la discussion qu'on vient d'avoir, pourquoi cet échange a-t-il lieu si tard ? Pourquoi ça n'a pas eu lieu plus tôt ? Il y a eu beaucoup. Il y a eu des tentatives. Jamais un pape ne s'est exprimé comme le pape François l'a fait, si ? Je sais pas, Claire peut-être est plus... Il ne me semble pas qu'il y ait des paroles de pape précédemment. En tout cas, Benoît XVI n'a rien dit là-dessus. Je n'ai pas le souvenir. Puis Jean-Paul II non plus, je n'ai pas le souvenir non plus. Mais par contre, le COE, le Conseil œcuménique des Églises, a plusieurs fois demandé ça. Demandé d'avoir une date unique pour fêter Pâques. Oui. Et à chaque fois, c'est tombé dans les oubliettes. Enfin, on n'en a pas tenu compte. Dans l'histoire, il y a le concile d'Arles, en fait, de 314, qui est avant le concile de Nicée, et qui avait... Parce que le pape Sylvestre était à l'époque... pape de Rome, et parler de cette question-là, de l'importance, je dirais, de célébrer Pâques à une date unique par tous les chrétiens. Et donc, le Concile d'Arc a fait une recommandation et a demandé que la date soit fixée par le pape de Rome. Après, récemment, il y a eu, je pense, en 1997, en fait, une grande rencontre œcuménique à Alep, en Syrie, où il y a eu, là aussi, une sorte un peu de recommandation qui est faite, mais elle est tombée dans les oubliettes, parce que c'est des questions qui sont à la fois des questions qui sont liturgiques, ecclésiales, mais aussi politiques. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, le risque, c'est que vous ayez des personnes qui sont en désaccord avec une date unique, qui créent des scissions avec des schismes, voilà, qui voudraient continuer à célébrer à telle date. Donc ça risque de créer des divisions. C'est le cas en Grèce, par exemple, avec ce qu'on appelle les anciens calendaristes. C'est-à-dire, en fait, et c'est un schisme très fort, même en Russie aussi, il y a des anciens calendaristes, il y a toute une hiérarchie d'églises parallèles, en fait, qui sont
pleinement orthodoxes, je dirais, au niveau de la foi, mais qui ont refusé en fait la réforme en fait du calendrier et qui sont restés en fait à l'ancien calendrier. Au Mont Athos, par exemple, la plupart des monastères sont sur l'ancien calendrier avec un décalage de 13 jours. C'est-à-dire, nous, lorsqu'on célèbre l'Épiphanie le 6, ils le célèbrent en fait le 19 janvier. Donc, il y a toujours un décalage de 13 jours. Donc, ces questions, c'est des questions qui ont pris en fait une dimension qui est importante dans le vécu de l'Église. Et à mon avis, on peut pas les barrer comme ça par une simple un discours autoritaire en fait qui viendrait d'en haut. Il faut que ça que toute l'Église soit imprégnée. Toutes les Églises. Ouais. Moi, je plaide davantage pour une démarche vraiment œcuménique. C'est-à-dire, en fait, toutes ces questions-là doivent être traitées. Est-ce que ça correspond à une demande, Claire Le Segretin? Je ne sais pas trop, parce qu'en France, on n'est pas tellement confronté non plus à la différence des confessions. Les protestants sont très minoritaires, les orthodoxes, on les voit très peu. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop en France. Mais par contre, dans des pays comme le Liban, cette question-là se pose. Carole Sabat le rappelait, mais c'est vrai qu'au Liban, entre les maronites qui sont alignés sur les catholiques, les grecs catholiques, les melkites, etc., c'est très, très complexe. Et effectivement, au Liban, on est confronté à cette diversité dans les liturgiques, cultuelles. Je pense qu'il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus confrontés à ça et pour qui la question de l'unité et des dates est importante. En France, on est moins sensible à ça. Oui. Alors, ça reste aussi dans les périodes de grande tension, comme celle qu'on vit actuellement. Le monde aujourd'hui vit beaucoup de tensions, et notamment des tensions interreligieuses. Il y a beaucoup en fait, une exacerbation, je dirais, des tensions. Et donc, ces questions-là deviennent des questions un peu identitaires sur lesquelles les gens s'accrochent de plus en plus. On voit très bien qu'il y a un courant, par exemple, à l'intérieur même du monde orthodoxe, dans différentes églises orthodoxes, qui est très, très conservateur et qui est justement parce qu'ils se sentent attaqués, peut-être, où les pays orthodoxes se sentent attaqués, ça devient une question, un raidissement, je dirais, du discours. Donc les conditions ne sont pas saines aujourd'hui. Carole, pour essayer une comparaison qui touche les catholiques, c'est comme si on leur suggérait d'abandonner le 25 décembre et de passer au 6 janvier. C'est un peu comme si on proposait ça aux catholiques. Je ne suis pas sûr. Là, vous pouvez réagir par mail. Est-ce que vous seriez favorable à l'idée de passer au 6 janvier pour fêter Noël, par exemple? Est-ce que avec ça les conséquences sur le calendrier aussi scolaire, etc. Est-ce que ça changerait d'ailleurs la date des vacances scolaires? Et j'ai sous les yeux, il y a un tableau qui existe entre la fête de Pâques côté Occident et côté Orient pour les 20 prochaines années. Des calculs ont été faits et en fait, ce qu'on constate, c'est que en 2028, en 2031, 2034, 2037, 2038, la date est commune. Et sinon, il y a ou une semaine d'écart ou un mois d'écart. Mais en fait, c'est un peu l'un ou l'autre. Donc, en fait, on entend que l'effort ne serait pas si important. La question, c'est est-ce que ça changerait effectivement les dates des vacances scolaires? Est-ce que ça aurait plus d'inconvénients que d'avantages? Les vacances scolaires ne sont plus alignées sur les temps forts liturgiques aujourd'hui, puisqu'on ne parle plus de vacances de Noël, on parle de vacances d'hiver, on ne parle plus de vacances de Pâques, on parle des vacances du printemps. Donc on a bien pris soin depuis au moins une vingtaine d'années de différencier les temps forts liturgiques des vacances scolaires. Vous pouvez réagir en tout cas à tout moment par mail direct@rcf.fr ou direct@radio-notre-dame.com. Êtes-vous prêt à changer votre date de Noël, puisque telle était la question de Louis Dauphren? Êtes-vous prêt à fêter Noël le 6 janvier? Je ne sais pas si c'est votre cas, Louis Dauphren. Certains échangent leurs cadeaux le jour de l'Épiphanie. Je sais qu'il y a des familles dans lesquelles la tradition est de... Il y a aussi la Saint-Nicolas. Enfin, on peut trouver un certain nombre de dates comme ça qui compte dans la vie culturelle, en tout cas, si ce n'est dans la vie spirituelle. En tout cas, le débat du jour continue. Dans un instant, on va parler de la formation des futurs prêtres, puisque plusieurs directeurs de séminaires et de propédeutique étaient réunis ce week-end à Rome autour du pape François. Rendez-vous donc tout de suite pour la suite du débat du jour. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h30 de la suite du débat du jour, toujours avec Claire Le Segretin, rédactrice en chef de la revue Vie chrétienne, Carole Sabat, porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Et juste avant la pause, on vous proposait de réagir par mail direct@radio-notre-dame.com. Et les auditeurs réagissent. Louis Dauphren, Joël qui nous dit « Changer la date de Noël jamais en lettres capitales majuscules. C'est pas gagné. Pâques, pourquoi pas, indique cette auditrice. Peut-être on est plus souple sur Pâques que sur Noël, parce que peut-être qu'en Occident, c'est Noël qui prime peut-être sur Pâques, je ne sais pas. Chez les orthodoxes, c'est plutôt Pâques quand même. Ah oui, c'est la fête des fêtes, comme disait. Noël, c'est la fête familiale. La différence, c'est que Noël, c'est très familial, quand Pâques, il est plus fréquent de ne pas le fêter en famille. Donc il y a des différences culturelles. Bon, écoutez, le pape François propose donc
une date unique. Le pape est unique déjà, bien sûr, mais il propose une date unique d'un côté, et de l'autre, pour la formation des prêtres, il dit que les séminaires ne doivent pas façonner des clones. Voilà, donc là, il fait plutôt l'éloge des différences selon les personnalités de chacun, qui doit permettre de produire des fruits aux saveurs variées, dont la diversité même du peuple de Dieu a besoin. On pourrait dire et lui répondre que les dates aussi, c'est une forme de saveur culturelle différente. Mais bon, peu importe. Essayons de mettre sur la table cette question de la formation des futurs prêtres il a pu, si on doit contextualiser quelque peu, qu'il a pu tenir ce propos à la faveur devant les recteurs des séminaires majeurs de France. C'était samedi dernier, justement. On était d'ailleurs à Rome pour des questions liées, nous, aux médias, puisque c'était la journée des communications. Et donc, il a communiqué aux formateurs de séminaires ses intentions. Claire Le Segretin, qu'en pensez-vous ? Je trouve ça très intéressant déjà que tous les recteurs de séminaires se soient retrouvés à Rome pour cette année jubilaire, parce que c'est pas si fréquent qu'ils soient amenés à travailler ensemble. Et ce qui a été dit effectivement par le pape, c'est de faire réfléchir ces recteurs à la diversité et à la spécificité des séminaristes qui rentrent aujourd'hui au séminaire. C'est-à-dire qu'avant, on avait quand même des jeunes qui rentraient, enfin quand je dis avant, c'est jusqu'à il y a 30-40 ans, des jeunes qui rentraient un peu, ils avaient grosso modo fait tous à peu près les mêmes études après le bac, ils avaient 4-5 années d'études, et puis ils rentraient au séminaire, un peu dans le même moule. Mais aujourd'hui, il y a une grande diversité, tous les recteurs le disent, il y a des jeunes qui rentrent toujours très jeunes, après 2-3 années d'études après le bac, puis d'autres qui rentrent à 35-40 ans, avec déjà une vie professionnelle, une vie affective aussi parfois, donc des profils très diversifiés sur l'âge, sur la maturité, sur les milieux sociaux aussi, même si aujourd'hui c'est vrai que le recrutement dans les séminaires est essentiellement un recrutement dans les milieux, on va dire bourgeois, pour faire simple et rapide, mais c'est vrai que cette diversité, c'est pas toujours facile pour des recteurs de tenir compte de cela et de s'adapter au profil de ces séminaristes. L'Église n'a pas toujours fait du sur-mesure. Non, au contraire, elle a toujours essayé de s'adapter à ces profils. Mais peut-être c'est encore plus nécessaire aujourd'hui. Peut-être ça demande encore plus de doigté, plus de finesse, pour ne pas justement lisser trop les profils, n'est pas obliger tous les prêtres à rentrer dans un même moule, parce que c'est plus simple, effectivement, d'obliger une discipline qui met tout le monde au carré, j'allais dire. Donc c'est plus compliqué de laisser une certaine forme de liberté, pour permettre une croissance spécifique pour chacun. Et maintenant, quand vous entrez au séminaire, vous aspirez à aussi entrer dans un moule, parce que vous avez besoin d'être justement moulé par l'institution. C'est aussi le désir des séminaristes, non? C'est un peu comme... C'est tout le problème. Ouais, je ne sais pas trop si sur ce désir-là. Mais en tout cas, ce qui a été rappelé par le pape, c'est effectivement de pas faire des clones. Vous aviez rappelé les propos, et ça me semble très, très important. Carole Sabat. Moi, je trouve, en fait, ce qui est intéressant, toujours chez le pape François, c'est qu'il reste quand même un pape disruptif. Dans le sens où il va là où les autres n'y vont pas, et parfois en fait il est étonnant en fait dans la manière de poser un certain nombre de problématiques et de les mettre sur la table, comme cette problématique là, et comme la problématique pour le jubilé, on en a parlé lui à Rome, il y avait le jubilé des médias, en fait des médias catholiques. Là aussi il a jeté un pavé dans la mare, dans le sens où il a parlé en fait de l'importance du courage dans la manière de témoigner et de faire œuvre. Oui, et donc cette question-là, moi je dis en fait que les mêmes causes produisent toujours les mêmes conséquences quelque part. Et donc ça dépend un peu du postulat de départ. On cherche à faire quoi, je dirais, lorsqu'on forme en fait des clercs ou des prêtres? On les prépare à quoi? On les prépare, est-ce qu'on les prépare à une église gestion, à une église mission? C'est pas la même chose. En fait, lorsqu'on a une conception de l'église comme étant en fait une église gestionnaire, après, on forme en fait des gestionnaires. Et même aujourd'hui, c'est pas uniquement les clercs, mais les évêques, en fait, de plus en plus. Alors que épiscope, en fait, épiscopos, en fait, en grec, c'est le superviseur. C'est-à-dire, c'est la référence, en fait. C'est pas lui qui décide. Aujourd'hui, on gère, en fait, on forme des administrateurs comme évêques. Ils doivent administrer, ils doivent gérer, ils doivent décider, ils doivent connaître tout, savoir parler, la communication, la gestion, les finances. Ben non, le rôle d'un évêque, en fait, dans la tradition ecclésiale, c'est celui qui agit en dernier lieu. C'est le dernier recours. Donc, tout ça, c'est lié à une conception de l'Église. Comment l'Église, en fait, respire? Est-ce qu'elle respire comme une institution? Là, tu viens de le dire. Ou qu'elle respire comme une mission dans le monde? Aujourd'hui, on est vraiment interpellé sur la question de la mission. On vient de perdre un grand primat de l'orthodoxie, Anoulatos, en fait, le primat d'Albanie. C'était un grand missionnaire. Il a passé une quinzaine,
vingtaine d'années en fait en Afrique de l'Est. Il a fait un travail remarquable, mais il a fait dans une logique de mission et non pas dans une logique d'une église qui vient conquérante avec en fait ses institutions, sa pratique pour aller gérer. Et le monde d'aujourd'hui a besoin de missionnaires, de prêtres missionnaires. Et donc en fait le rôle d'un séminaire, c'est de former des pasteurs. C'est pas de former en fait des... Par quoi cela passe-t-il au séminaire pour obtenir à mon avis, par la question de cette vision. Est-ce qu'on est appelé à être dans un monde qui est en pleine mutation et de témoigner en fait du Christ et de témoigner avec intelligence des situations avec ce qu'implique en fait aujourd'hui un monde qui devient de plus en plus, je dirais pas en adversité, mais quelque part si, parce qu'il y a un changement de paradigme de valeur où on pense qu'on est toujours cette Église universelle avec la société universelle. Et donc on est bien installé, et donc on y va, on rentre dans le moule, et non, aujourd'hui il y a une vraie logique de conquête. Pas dans le sens, je dirais, de conquête ni militaire, ni prosélytique, mais de mission, d'une vraie mission. Et je pense la que mission, c'est l'autre nom du prosélytisme, pas forcément, pas forcément. Ça peut le devenir en fait. Un des écueils, éventuellement, en fait, de la mission, quand la mission veut imposer aux autres. Mais quand la mission est faite d'une manière intelligente pour témoigner, en fait, d'une vérité qu'on porte, sans vouloir l'imposer aux autres, c'est pas du prosélytisme, en fait. C'est une façon d'attirer. C'est le vient et voix évangélique, en fait, de l'évangile, le vient et voix. Comment aujourd'hui actualiser le vient et voix? Et qu'est-ce qui est perfectible aujourd'hui, Clarisse Greta, dans les séminaires? Déjà, il faut déjà rappeler qu'il n'y a quand même pas beaucoup de séminaristes non plus. Ils sont 600 aujourd'hui à peu près pour une vingtaine de séminaires. Donc, c'est pas non plus une... Ce qui est déjà un révélateur d'une crise. Ah, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc, ces 600 séminaristes, déjà, est-ce qu'ils vont jusqu'au bout de leurs études? Ça dure quand même 7 ans en France. Dans d'autres pays, c'est encore plus long. Et au niveau des études, ce qui a été rajouté, de plus en plus, ce qui est rajouté, c'est des stages, des stands vraiment de terrain pour rencontrer la réalité des paroisses, voir un peu comment ça se passe, pas seulement sur le point de vue gestionnaire, bien sûr, mais de point de vue humain, comment se rendre compte de la diversité, là aussi, des paroisses, de la population vers laquelle les séminaristes seront amenés à travailler une fois qu'ils seront prêtres. Donc, par quoi ça passe, cette formation, cette ouverture, cette capacité à être missionnaire? C'est une dimension un peu humaine, c'est une capacité à percevoir toute la diversité humaine, toute la palette des et les enjeux. Mais est-ce qu'on demande à un prêtre d'avoir un très bon sens relationnel? Parce qu'on peut avoir la vocation sans être non plus un dieu de la communication. Mais relationnel, c'est pas forcément la communication, c'est un peu différent, mais effectivement, en empathie avec autrui. Ça a été rappelé d'ailleurs par le pape, un séminariste qui manquerait de compassion. Il a rappelé ça, c'était très beau. Il a dit Dieu se définit par sa tendresse, sa compassion et sa bienveillance. Un prêtre qui manquerait de tendresse, de compassion, de bienveillance serait dangereux. C'est le terme qu'a employé le pape. Dangereux. Oui, il a employé ça. Ça serait dangereux. Oui. Donc, justement, cette tendresse, cette compassion, cette capacité à sentir l'odeur des brebis, comme l'avait dit le pape aussi il y a quelques années, ça se forme dans des lieux un peu de fragilité, dans des lieux où on est confronté à la misère humaine, il faut bien le dire, donc des hôpitaux, des centres d'hébergement de SDF, enfin, il y a plein de lieux de stage comme ça où vont les séminaristes aujourd'hui, et ça, c'est une très bonne chose. En tout cas, en France, on multiplie ces occasions-là. Donc, il faut aussi être assistant social, en fait. Mais pourtant, il y a des figures de prêtres qui... Éducateur, c'est évident que ça passe par là. Tout à fait. En fait, le pape a parlé en fait de liberté intérieure. Il a parlé de discernement, d'humanité équilibrée. Là, j'ai noté en fait quelques points. Orientation vers la mission, en parlant en fait justement de ce paradigme, je dirais, de la formation des clercs. Et le mot est fort quand il dit en fait, il faut ne pas façonner des clones. Le terme clone, c'est un terme en fait, ça fait un peu intelligence artificielle aujourd'hui. Et donc en fait, il faut chercher l'intelligence humaine plutôt que l'intelligence artificielle. On parle qu'aujourd'hui que de l'intelligence artificielle, mais elle est où l'intelligence humaine? C'est ça en fait l'essentiel. Et donc comment en fait faire éclore une personne non pas dans le cadre d'un moule, sans pour autant en fait qu'il soit subversif. Je dirais un séminariste, bien sûr, il doit rentrer, je dirais, dans le cadre d'une institution. Mais s'il ne voit que l'institution, il voit un plan de carrière. S'il voit en fait dans l'Église autre chose qu'une institution, une mission, là en fait, indépendamment du plan de carrière, il voit le plan de Dieu. Et c'est ça le plus important, je pense en fait sur lequel il faut jouer. Mais c'est pas une question là aussi, comme la question en fait qu'on a abordée tout à l'heure sur la question des calendriers. C'est pas une question un épiphénomène. C'est une question qui touche au cœur
cœur même, en fait, de notre conception de l'Église et de son rôle dans le monde aujourd'hui. Quelle différence entre la formation des séminaristes en France et celle dans d'autres pays? Vous disiez que dans certains pays, c'était plus long, Claire Le Secrétin. Oui, j'ai passé 2 ans à Madagascar comme enseignante de français dans le cadre d'un volontariat avec la DCC, la Délégation catholique pour la coopération. Et j'enseignais donc le français à des séminaristes. Donc là, ils étaient beaucoup plus nombreux parce que simplement pour 4 diocèses, le diocèse du nord-est de Madagascar, il y avait 70 séminaristes. Donc voilà, c'est pas comparable avec nos chiffres chez nous. C'est une formation beaucoup plus longue parce que ça dure 11 ans là-bas. Et ils ont rajouté 3 années de stage, enfin 2 années de stage entre les 3 ans de philo et les 3 ans de théologie. Donc déjà, ils ont une année de philosophie en plus. En France, il n'y en a que 2. En Afrique, il y en a 3. Ça s'était fait à la demande des évêques africains, parce qu'ils voulaient justement permettre à leurs séminaristes de gagner en maturité et puis de bien discerner. Donc ils ont 3 années de philo, ils ont 2 ans de stage entre la philo et la théologie, et 3 années de théologie, encore après l'année de diaconat, et après encore tout cela. Donc c'est costaud. Oui, ça dure longtemps, 11 ans. Il faut en vouloir. Comme les médecins, ouais. quoi. Et là aussi, et ça c'est assez récent en Afrique, ils ont rajouté des stages dans des lieux de fragilité humaine, parce qu'avant c'était des stages plutôt pour être le boy d'une paroisse, quoi, ou d'un épiscopat. Donc ils servaient un peu à faire la vaisselle, à faire les courses de l'évêque ou du curé. Maintenant, on leur demande vraiment de travailler avec des handicapés ou d'être dans des orphelinats. Enfin, il y a une dimension plus humaine qui est prise en compte. Est-ce que dans d'autres pays, c'est plus court, à l'inverse? Je ne pense pas qu'on fasse plus court que 7 ans. Je ne me semble pas qu'il y a d'autres pays où c'est plus court. Ouais. Ouais. Non, c'est Parce 7 que ans le partout. pape François a institué la propédeutique obligatoire, Oui. c'est ça? Oui. Avant, ça ne l'était pas? Non, avant, beaucoup le faisaient, mais c'était pas obligatoire. On considérait que Ce ceux qui est qui très rentraient important, d'ailleurs. plus tard, à un âge plus tardif, ils étaient dispensés de faire une année de propédeutique. Le rôle du prêtre est valorisé dans des sociétés comme Madagascar. Il l'est moins chez nous. Oui, mais ça joue, bien Alors sûr. c'est plus Ouais. sélectif, du coup c'est plus sélectif chez nous parce que le regard social est moins... On peut pas dire qu'on entre dans la prêtrise parce que la société vous incite à y aller. Et puis il y a une question en fait qui est aussi télescope. Cette question, c'est la question du mariage des prêtres en Occident en fait, alors que la tradition en Orient en fait c'est le principe, c'est pas l'exception. Alors qu'en Occident en fait ça a été à partir d'un certain moment complètement en fait interdit. Mais cette question, je dirais, du prêtre comme père de famille et comme à l'image en fait de la paroisse qui doit lui-même en fait faire vivre comme s'il fait vivre sa propre famille, avec sa relation avec sa femme, etc., avec ses enfants, etc. Et donc ça, c'est une question aussi qui est liée à cette dimension-là, je dirais, des mariages des prêtres en Occident. Et le rôle du prêtre aujourd'hui n'est pas forcément valorisé en Occident. Je parle en fait dans l'Église catholique, n'est pas forcément toujours valorisé parce que parce que le célibat des prêtres impose un plan de carrière à l'intérieur même de l'Église, alors qu'en fait la paroisse, le vécu de la paroisse, qui est l'Église locale, en fait la paroisse, c'est le premier maillon de l'Église locale. Si elle n'est pas à l'image, je dirais, des relations humaines normales, après, ça crée un peu, à mon avis, une sorte de trouble. Parce qu'un moine, en fait, c'est un moine, forcément, il est célibataire. En fait, il est dans la logique monastique. Mais un prêtre, en fait, célibataire, chez nous, en fait, chez les orthodoxes, on interdit à un prêtre, en fait, de ne pas être attaché à un monastère. Il doit toujours être attaché à un monastère. Et quand il est parachuté pour X raisons de besoin dans une paroisse parce qu'il n'y a pas de prêtre en fait marié, c'est l'exception et il ne doit pas forcément rester trop longtemps dans cette paroisse. Donc c'est des questions qui sont très, très compliquées aussi à appréhender. Y aurait-il des matières à enseigner au séminaire qui ne le sont pas aujourd'hui, Claire Le Secrétin? On en a rajouté déjà quelques-unes. On a rajouté la psychologie il y a peu de temps. Enfin, ça fait peut-être une dizaine d'années, 10-15 ans. Oui, la communication aussi. Qui devient un vrai sujet. Je crois qu'ils ont maintenant des cours aussi de gestion. Je crois que c'est assez récent aussi. Je ne pourrais pas dire depuis combien de temps, mais avant, il n'y avait pas. Donc, et puis la formation permanente, elle se fait en permanence maintenant. Enfin, c'est le cas de le dire. Une fois que le prêtre est ordonné, pratiquement tous les 2-3 ans, il a de nouveau des formations. Je sais qu'il y a des formations au bout de 5 ans de prêtrise, au bout de 10 ans de prêtrise. Donc, il y a des... On peut être recalé parce qu'on n'a pas le niveau intellectuellement. Ah, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, mais si on a la vocation, Dieu peut c'est une grande appeler... question. Moi, je l'ai vu à Madagascar. Il y avait des jeunes garçons qui n'avaient pas du tout le niveau parce qu'ils venaient de milieux très, très pauvres. Et ils ne se débrouillaient pas suffisamment en français pour pouvoir suivre des cours en français. Ils sont obligés d'arrêter, oui, bien sûr. Et au bout de combien de temps? On le sait assez vite ou... Souvent, ils font 1 an, puis au bout d'1 an, ils arrêtent parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas. Quoi. Vous disiez, Claire Le Secrétin, qu'il y avait des cours de gestion. J'aimerais faire réagir Carole Sabat là-dessus parce qu'il disait tout à l'heure que le problème des évêques aujourd'hui, c'est qu'ils devenaient des gestionnaires et non des missionnaires. Si on commence à former tous les prêtres à la gestion, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, Carole Sabat? Je pense qu'en fait, on a besoin aujourd'hui, la société dans laquelle on vit est très compliquée, très complexe. Donc quelqu'un qui va être parachuté dans la vie active, il doit avoir un certain nombre de notions.
Mais mettre l'accent sur ces aspects-là, c'est une déformation de notre perception de ce qu'est l'Église. Elle doit être. Christos Yanalas, qui était un grand théologien orthodoxe grec, il disait que le Saint-Synode n'est pas un conseil d'administration. C'est-à-dire, en fait, les évêques qui sont dans le Saint-Synode, ils ont le critère de vérité, mais ils ont aussi une perception de leur rôle, en fait, qui est tout à fait différente d'un administrateur dans le cadre d'une société, d'un conseil d'administration. Donc, c'est des questions qui, en fait, d'apparence, peuvent paraître un peu futiles, mais en fait, elles sont très réelles si on veut aller vraiment au fond des choses à l'intérieur même de l'Église. Toute question, à mon avis, à l'intérieur de l'Église, quelle que soit en fait son importance, elle est d'enjeu à partir du moment où elle touche en fait à cette structure, aux racines, aux fondations en fait de l'Église, ce qu'elle doit faire dans le monde. Et donc oui, moi je suis entièrement d'accord. Par exemple sur les communications, aujourd'hui, par exemple à Balamand, dans les séminaires orthodoxes, ils mettent des notions de communication. Il y a des séminaires sur la négociation, parce qu'en fait un prêtre aussi doit aller dans des dialogues, donc il doit savoir quelles sont les règles de base en fait du dialogue. Parfois il est appelé en fait à témoigner. Mais encore une fois, quelle est cette compassion, cette miséricorde, cette façon, je dirais, d'aborder les choses qui fait la différence par rapport à quelqu'un qui n'a pas cette, je dirais, ce charisme et cette grâce, je dirais, de servir l'Église. On doit marquer la différence. Le but du séminaire, c'est de discerner si quelqu'un a bien la vocation, quand même. Tout à fait. C'est même ça le but. Tout à fait, oui. C'est la responsabilité première de l'évêque, d'ailleurs. Oui. C'est la responsabilité première de l'évêque. Donc en soi, c'est pas forcément l'accumulation de connaissances. Tout à fait, absolument. C'est déjà le fait de savoir si on est fait pour ça ou pas. Tout à fait. Si on est appelé plutôt que fait pour ça, c'est un peu trivial comme expression. On va passer à la politique. Ça eh bien, allons-y. Peut-être qu'il y a de la politique épiscopale et cléricale, mais on va passer à la politique politicienne. Non, on ne sait pas. Peut-être que c'est une vocation chez eux ou un métier aussi, parce qu'il y en a qui y sont depuis très très longtemps, même s'ils n'ont pas fait de séminaire. François Bayrou ou Michel Barnier ont commencé très très jeunes. D'aucuns diraient que l'ENA est une forme de séminaire à la fonction politique. Séminaire laïque, peut-être. En tout cas, il y a des phrases qui font réagir quand François Bayrou parle d'un sentiment de submersion en matière d'immigration. Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. C'est ce qu'il a indiqué, c'est ce qu'a indiqué le Premier ministre sur LCI. Ça a fait réagir. Il y a Elbron Pivet, par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale, qui n'aurait jamais tenu des propos du Premier ministre et qui donc se montre scandalisée par ces propos. Comment les resituer dans le contexte que nous vivons aujourd'hui? Carole Sabat éclaire le secret d'un Carole. Moi, je pense qu'on est en train de vivre une période qui est compliquée, parce qu'en fait, il y a compliqué politiquement, compliqué au niveau des valeurs, compliqué au niveau de la gouvernance en fait politique de notre République, en fait, qui est passée tout d'un coup en fait à la 4e République. Donc il y a une rechute, je dirais, non pas une avancée vers la 6e, même si je préfère en fait la 5e parce qu'elle est très stable, la 5e. Mais ce que je veux dire, c'est que au niveau international, il y a une vague très populiste, en fait une vague de xénophobie, une vague aussi de conservatisme, en fait de contre-révolution un peu conservatrice. Et donc on est dans ce cadre-là. On a nos difficultés intérieures aussi de gouvernance en France, en fait, avec cette instabilité maintenant en fait chronique qui s'installe avec des gouvernements qui sont très instables. Comme j'ai dit, en fait, on retombe dans la 4e. On a aussi un discours politique qui devient de plus en plus violent à l'intérieur même des assemblées, alors que l'Assemblée, normalement, elle doit aseptiser quelque part le discours politique, aseptiser les excès de violence. On voit très bien, par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale ce matin, en fait, elle s'est dit gênée, alors que bon, moi j'ai réécouté en fait le propos du Premier ministre. J'ai pas trouvé que son constat était violent en fait pour avoir en fait une réaction de gêne de la part de la présidente de l'Assemblée nationale. Mais sentiment de submersion, ce n'est pas violent pour vous. Il a expliqué que dans notre pays, l'apport bien sûr en fait des tiers, des migrants est un apport important, mais comme on l'a toujours dit, l'important c'est l'intégration. À partir du moment submersion, ça veut dire quoi? Ça veut dire débordement. En fait, à partir du moment où il y a un sentiment de débordement, c'est ce qu'il a dit. Après, le journaliste lui a posé la question: est-ce que vous pensez en fait que c'est la réalité en France? Il a dit oui. Donc il a confirmé un peu le constat qu'il pensait en fait le rôle du Premier ministre, le rôle des gouvernants, c'est de faire des constats sur la manière dont les populations et le peuple voient les choses et d'essayer d'anticiper. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'est plus dans un climat qui est apaisé avec deux grands partis de gouvernement de droite et de gauche qui sont capables de canaliser un peu la violence. On est au contraire dans des débordements à la fois à la droite extrême et à la gauche
gauche extrême. Et sur Mathilde Panot ce matin, en fait, commentait la même chose, mais avec des paroles beaucoup plus dures et beaucoup plus en taxant et en accusant en fait de racisme ce genre de propos, et que les propos du Premier ministre, c'est les propos d'Éric Zemmour. Donc, vous voyez, on est un peu dans cette situation. Est-ce que vous pensez, Claire Secrétin, ou pas? Je pense que ce sentiment de débordement, il est quand même aujourd'hui un point de ralliement de beaucoup de personnes qui votent au Rassemblement national. Et on se retrouve ça dans pratiquement tous les pays d'Europe, cette montée des populistes, je dirais, ou des nationalismes. En Allemagne aussi. En Allemagne, c'est la même chose. En Italie, en Pologne, en Hongrie depuis déjà plusieurs années. Donc, il y a vraiment ce sentiment de débordement. Il faut le prendre en compte, ce que rappelait Carole Sabat. Il y a une réalité, et la pression des gens, c'est effectivement de ne pas pouvoir intégrer, de ne pas pouvoir maîtriser, de ne pas pouvoir contenir ces vagues successives d'immigration. Alors c'est vrai que ce discours s'est beaucoup durci avec certains propos du côté du Rassemblement national, mais ce que rappelle François Bayrou ce matin, il me semble quelque chose d'un peu d'une évidence. Enfin, il y a ce sentiment aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'on fera comme Trump avec les Colombiens? C'est ça que tout le monde se dit. Est-ce que maintenant c'est le temps d'agir? C'est ça que ça veut dire la phrase de François Bayrou, de dire je vais peut-être agir, ou il fait un appel du pied? Comment le voyez-vous? Ça ressemble pas à la France, je dirais, cette façon de faire, parce que bon, on reste quand même en fait sur un socle d'humanisme et d'humanité en fait. Oui, en même temps, Darmanin a bien dit les choses. Il a dit aussi que maintenant les consignes, il a déjà de changer les consignes. Tout à fait. Pour les préfets. Donc, on demande quand même des critères beaucoup plus stricts, beaucoup plus exigeants pour intégrer. Et la modification de la circulaire Valls, etc., qui est en cours. Non, il y a un raidissement, je dirais, du discours, mais ce raidissement du discours, à mon avis, symptomatique aussi de la division politique française, en fait, des divisions politiques et des fractures politiques françaises. Aujourd'hui, on n'a pas des figures de rassemblement, je dirais, à l'intérieur même, en fait, que ce soit de droite ou de gauche, qui peuvent rassembler, je dirais, les Républicains. Et donc, on est là. Est-ce que ça met tout le monde d'accord? Est-ce que c'est un sujet qui met tout le monde d'accord, à part LFI? Est-ce que c'est un sujet qui met tout le monde d'accord? La question de l'immigration, en fait. Côté socialiste, il me semble que oui, parce que c'est Valls quand même en fait qui a mis en place cette première circulaire, qui est aujourd'hui en fait rédigée un peu davantage par Bruno Retailleau, et je pense que c'est en fait, quand il y a un problème, il faut le traiter. Donc, la manière de le traiter qui fera la différence. Est-ce qu'on le fait comme si on était dans un pays, dans un état de droit, ou pas? C'est ça la vraie question. Tant qu'on est dans le cadre en fait d'un état de droit, il y a des questions qui doivent être traitées. Personne ne pense traiter le sujet hors de l'état de droit. Non, mais personne ne pense à ça. Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui tout un débat sur l'état du droit ou l'état de droit. L'état de droit est autre chose que l'état du droit. Et l'état du droit peut devenir en fait quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus ridicule, je dirais, tout en restant en fait sous le seuil de l'état de droit en tant que tel. Donc il y a tout un débat jusqu'où on peut aller aujourd'hui dans un certain nombre de mesures que pour certains sont considérées comme scandaleuses, qui manquent d'humanité, qui manquent d'un certain nombre de choses. Je veux dire, la Rome d'en haut, c'est pas la même chose que la Rome d'en bas. Donc il y a toujours en fait une différence de perception entre les gouvernants en fait et les gouvernés. Mais il y a un leader politique au Liban qui est le père de 2 présidents de la République, Pierre Gemayel, qui disait dans le temps, quand quelqu'un a peur, en fait, il a le sentiment de peur. Vous pouvez pas lui dire n'ayez pas peur. Il a un sentiment de peur. Donc il faut traiter son sentiment de peur, que la peur soit réelle ou pas, mais il faut traiter son sentiment de peur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui vivent avec ce sentiment de débordement. Donc le rôle du gouvernement, à mon avis, c'est de traiter la chose. Donc François Bayrou pense se faire l'écho d'une partie de la population, et peut-être que l'immigration, j'essaie de raisonner dans son esprit, qui était un sujet qui divisait les gens, peut-être les divise moins, et ça peut être un sujet plutôt de ralliement aujourd'hui, plutôt qu'un sujet de division. Oui, il y a une évolution dans ce sens-là. Sinon, il ne dirait pas ça, je pense. Tout à fait. Et pour éviter que ces sujets soient repris par les extrêmes aussi. C'est une façon aussi d'enlever en fait le tapis en dessous des extrêmes, parce que c'est des sujets. De ne pas laisser au seul Rassemblement national le monopole du sujet. Tout à fait. Parce que c'est un risque effectivement qui peut y avoir, et y compris à la France insoumise. Comment la France insoumise se comportera-t-elle d'ailleurs dans le cadre du cadre du pacte qu'ils ont avec le Parti socialiste? C'est aussi ça une des questions, non, Claire Le Secrétin? Oui, là je ne sais pas trop où on est le LFI par rapport à ça, mais là, aujourd'hui le grand écart commence à devenir à se creuser quelque part. Donc ce qui s'est passé avec le premier vote sur la censure, la motion de censure, il y a déjà un début de différenciation entre le Parti socialiste et
et le reste, je dirais, de LFI. Mais après, tout est question en fait de jeux électoraux, quelque part, et d'intérêts électoraux. Et de conception, parce que vous avez d'un côté LFI qui dit la Nouvelle-France, créolisation et Nouvelle-France. Oui. Les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que c'est que la France, en fait? C'est peut-être ça le sujet de l'identité qui ne cesse de revenir dans ce pays. Absolument. Si on essaie de comprendre un petit peu les choses. Ce sera peut-être le mot On va de la s'arrêter fin. là, mais en Qu'est-ce fait, que la non, mais France c'est affreux de s'arrêter. On s'arrêtera pas. On vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Évidemment, ce qu'est la France. En plus, on pourrait en faire des débats sur le sujet. Merci beaucoup, Claire Le Segretin. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la revue Vie chrétienne. Merci, Carole Sabat, avocat, porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Merci, Louis Dauphren. Merci à Pierre-Henri Paget qui, ce matin, a réalisé cette matinale.